Merci à tous et bon retour parmi nous. Avant de reprendre, petit point méthodologique important. J'appellerai chaque intervenant qui réalisera sa présentation et s'en suivra à l'issue de l'intervention une question subsidiaire provenant du chat posée par le public. Pour cette seconde table ronde, il a été décidé conjointement par le Centre européen d'études et de recherche de droit de la santé et l'Ordre national des infirmiers de traiter relativement aux lois de 2002 la question des premiers droits. On entend donc ici le droit d'accès au traitement et aux soins et le principe de non-discrimination. Je me tourne donc vers vous, Monsieur Doutrio, en priorité. Vous êtes conseiller d'État, mais vous êtes également un ancien représentant permanent adjoint de la France auprès de l'ONU. Première question, Monsieur Doutrio, pensez-vous aujourd'hui, à l'issue de ces 20 ans qui suivent les lois de 2002, pouvez-vous nous parler de ces travaux relatifs aux droits des patients, aussi bien les travaux ordinaux que les travaux réalisés auprès du Conseil d'État? Merci beaucoup, monsieur. Alors, puisqu'on est 20 années après les lois Kouchner et les autres lois postérieures qui ont complété les droits des patients, disons un mot de la responsabilité des ordres professionnels, comme par exemple l'Ordre national des infirmiers. Eh bien, les ordres doivent établir et proposer au gouvernement des codes de déontologie. Et évidemment, dans ces codes de déontologie, il y a tout un chapitre très développé qui reprend les droits des patients et, j'allais dire, qui les transforme en devoirs des professionnels de santé vis-à-vis des patients. Et parmi ces droits des patients, le premier de ces droits, c'est évidemment le droit d'accès aux soins, et ce, d'une manière non discriminatoire. Donc, ce qui signifie que l'Ordre national des infirmiers, pour ce qui concerne les infirmiers, doit veiller à ce que tous les patients soient correctement soignés et bénéficient de ce droit d'accès aux soins. Alors, une fois qu'on a un code de déontologie, et les infirmiers ont un code de déontologie des infirmiers qui a été adopté sous la forme d'un décret en Conseil d'État et qui fait partie du code de la santé publique, de la même manière qu'il y a un code de déontologie des médecins, des sages-femmes, etc. Eh bien, les ordres disposent également de chambres disciplinaires qui sont des juridictions administratives spécialisées, indépendantes en quelque sorte de l'ordre, mais constituées au sein des ordres et présidées, pour ce qui concerne les chambres disciplinaires de première instance, par des magistrats administratifs et présidées au niveau national par un conseiller d'État désigné par le ministre de la Justice. Et ces chambres disciplinaires sont constituées par ailleurs de professionnels élus au sein de l'ordre, donc des infirmiers au sein des chambres disciplinaires de l'Ordre national des infirmiers. Alors, en ce qui concerne le droit des patients à accéder aux soins, il faut reconnaître que dans les premières années d'existence de nos chambres disciplinaires, je parle ici spécifiquement des infirmiers, elles ont assez rarement été, de manière minoritaire, elles ont été saisies par des patients sur des motifs tirés de ce que ces patients n'auraient pas eu, leur droit d'accès aux soins aurait été méconnu, où il y aurait eu des discriminations exercées par un professionnel de santé, un infirmier, à l'égard de ce droit d'accès aux soins. Ce qui est différent chez les médecins, par exemple, j'ai regardé les statistiques récemment pour les chambres disciplinaires des médecins, vous avez à peu près 57% des plaintes, pour l'année 2018 je crois, qui étaient avec des patients qui en étaient à l'origine. Dans le cas des infirmiers, je crois que cette statistique va croître, mais elle est encore relativement limitée. En revanche, et j'y reviendrai peut-être à l'occasion de la question subsidiaire, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires en proportion dont sont saisies les chambres disciplinaires des infirmiers, qui sont des affaires avec un infirmier qui est à l'origine de la plainte contre un autre infirmier, et en particulier des infirmiers libéraux, qui étaient en association, en collaboration, en société. Parfois, il s'agit de remplaçants par rapport à un infirmier titulaire. Et on demande à la chambre disciplinaire de se prononcer sur les conditions de la rupture. Donc, c'est plutôt des affaires de bonne confraternité entre professionnels. Mais ces ruptures peuvent avoir des effets sur la continuité des soins. Et là se pose la question, alors vis-à-vis des patients, de leur droit d'accéder à un professionnel de santé. Mais j'y reviendrai peut-être. Alors, dans le temps qui me reste, j'aurais voulu dire aussi un mot
sur un autre droit des patients, mis en exergue aussi par la loi Kouchner et les autres lois, qui est le droit du patient à l'information, d'une part sur les grandes questions de santé publique, de prévention, et d'autre part à l'information sur le professionnel de santé auquel il est susceptible de s'adresser. Alors ici, c'est le Premier ministre qui avait demandé au Conseil d'État en 2018 de se pencher sur les règles applicables aux professionnels de santé en matière d'information. Et le constat, alors j'ai présidé cette étude, ce groupe de travail. Nous avons d'ailleurs consulté tous les ordres de santé, ainsi que France Assos Santé, évidemment la Haute Autorité de Santé, enfin toutes les parties, j'allais dire, intéressées par les questions d'information. Alors nous avons recommandé au gouvernement, qui nous a suivis, d'abolir une interdiction ancienne de faire de la publicité. En vertu, cette interdiction était trop systématique et surtout nous mettait en décalage par rapport au droit européen et un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais nous nous sommes quand même beaucoup intéressés au droit des patients à bénéficier d'informations générales et individuelles sur les professionnels de santé. On a le sentiment, dans cette étude, que les Français, finalement, c'est une grande préoccupation des Français d'être correctement et complètement informés sur la santé. C'est le premier rang des préoccupations de la population. Quand on regarde le succès de Doctissimo, 11 millions de consultations par mois, donc des consultations générales sur les questions de santé. Alors, mais il y a aussi des risques. C'est que certaines informations sont quasiment sectaires et non étayées scientifiquement. Et je sais que la Millivud, qui est maintenant d'ailleurs rattachée au ministère de l'Intérieur et pendant longtemps était rattachée à Matignon, et qui suit ce qu'on appelle les dérives sectaires. Et pour la Millivud, 40% des signalements reçus sur les dérives sectaires intéressent les questions de santé. Donc c'est un vrai problème qui démontre qu'il faut que les professionnels de santé, qui sont les mieux à même à informer les Français sur la santé publique, la prévention, etc., puissent davantage eux-mêmes informer le public. Et on sait que l'information officielle sur la santé suscite parfois de la défiance. On l'a vu sur l'affaire du Mediator, du sang contaminé. Il faut reconnaître que dans l'affaire de la pandémie, il y a parfois eu des critiques, pas complètement fausses, à l'égard de l'information officielle. Donc, que les professionnels de santé, on a vu beaucoup de professionnels de santé sur les plateaux de télévision, et ils sont tout à fait à même de développer des informations bien étayées, scientifiquement étayées sur la santé publique. Alors, je signale aussi, puisqu'on parle de droit des patients, eh bien, il y a un certain nombre de patients qui renoncent aux soins parce qu'ils ne sont pas complètement informés quant aux données individuelles sur les professionnels de santé. J'ai retrouvé une étude OpinionWay de 2017 qui disait que près du quart des personnes susceptibles d'être soignées renonceraient aux soins faute de savoir à qui s'adresser. Et alors, il y a la question du coût, dont on n'a pas encore dit un mot. Le coût, les dépassements, complexité des conditions de remboursement expliquent que 36%, selon la même étude, des personnes nécessitant des soins déclarent y avoir renoncé en raison du coût trop élevé. Alors, il y a des indications sur les sites de rendez-vous en ligne. Je ne vais pas citer Doctolib parce qu'il y a d'autres plateformes. Il y a des indications sur les dépassements d'honoraires. Alors, je ne pense pas tellement ici aux infirmiers, plutôt aux chirurgiens dentistes ou aux médecins, en tout cas certaines spécialités. Mais il y a des fourchettes qui sont très larges. Et sur le site d'Amélie aussi, les informations sont assez floues. Donc il y a une véritable asymétrie dans l'information entre le patient et les sachants. Et France Assos Santé reçoit beaucoup de plaintes à cet égard. Alors, l'étude dont je parlais tout à l'heure a recommandé qu'on modifie, qu'on complète les codes de déontologie de toutes les professions de santé pour tenir compte de la possibilité accrue donnée et aux incitations données aux professionnels de santé pour qu'ils communiquent davantage, d'une manière générale, sur les questions de santé publique qui relèvent de leurs compétences,
et également de donner davantage d'informations, y compris sur le plan numérique, sur des sites internet, voire les réseaux sociaux, sur les soins qu'ils peuvent apporter, leur qualification professionnelle, leur curriculum vitae, ce qu'ils ont fait, leurs expériences, leurs pratiques, et le tout sous le contrôle des conseils nationaux, des ordres professionnels. Alors, l'Ordre national des infirmiers vient d'adopter des recommandations adressées à tous les infirmiers inscrits à l'ordre, c'est-à-dire aujourd'hui un peu moins de 500 000 infirmiers, sur les informations qu'ils peuvent communiquer publiquement sur l'offre de soins qu'ils peuvent, eux, réaliser, donc leur CV, leur qualification, les DU complémentaires qu'ils auraient pu obtenir, à condition que ce DU, si je parle de qualification professionnelle, soit reconnu par l'ordre. On les incite aussi à donner des informations un peu générales sur toutes les questions de santé publique. Alors maintenant, on est dans la phase, j'allais dire, d'application de cette réforme, suite à la parution des décrets et à ces recommandations. Donc, on va voir dans quelles conditions maintenant les patients pourront bénéficier de davantage d'informations sur l'offre de soins par les professionnels de santé, dont les infirmiers. Et notre espoir, c'est qu'ainsi les patients soient mieux informés sur l'offre de soins à leur disposition. Alors ces recommandations, donc elles sont toutes récentes, elles vont maintenant vivre leur vie. Alors ce sont des recommandations dans le jargon de juriste, on qualifie de droit souple, c'est-à-dire que elles peuvent être d'une certaine façon opposables, mais ce ne sont pas des obligations, c'est-à-dire que les professionnels de santé ne vont pas être tenus de communiquer. On leur recommande de communiquer, et ce, dans l'intérêt des patients. Alors je pense que c'est un peu une question de génération. Les jeunes infirmiers qui sont un peu geeks, le cas échéant, vont peut-être se constituer des sites Internet, qui doivent respecter d'ailleurs une charte de déontologie des sites Internet qui a déjà été adoptée par l'Ordre il y a déjà plusieurs années. Il faut savoir aussi qu'en matière de déontologie des sites Internet, le Code de la santé publique crée quand même des interdictions. Par exemple, le référencement numérique payant reste prohibé. Il ne faut pas avoir un site Internet ouvert aux échanges avec les patients. Il ne faut évidemment respecter le secret professionnel, ne pas donner des exemples de patients cités ou avec des photos. Enfin, il y a toutes les règles par ailleurs qui s'appliquent en matière de secret professionnel. Donc voilà, les professionnels de santé sont invités par les ordres et par leur code de déontologie à communiquer, ce qui ne veut pas dire faire de la publicité, puisque l'exercice ne doit pas être un exercice commercial, mais on les invite à communiquer le plus librement possible, à condition de respecter les codes de déontologie et ses recommandations ordinales. Merci, monsieur le conseiller d'État, pour votre cheminement qui répond parfaitement aux questions posées par les infirmiers sur le chat, sur les avancées des travaux de l'Ordre et aussi les récentes avancées et les travaux de demain. Question subsidiaire également qui nous vient du chat. Qu'en est-il de l'articulation entre ces avancées phares des lois de 2002 concernant l'accès aux soins, mais aussi la possibilité de refuser les soins? Qu'en est-il alors de la continuité des soins, qui là aussi est un phare au sein du Code de la santé publique, mais aussi pour les obligations déontologiques, qu'il s'agisse des médecins, des infirmiers? Tout à fait. Alors, les patients ont droit d'accéder aux soins, c'est absolument essentiel, mais il existe aussi dans tous nos codes de déontologie la possibilité pour les professionnels de santé de refuser, sauf urgence, de délivrer des soins. Et alors on verra dans quelles conditions, il faut que ce soit motivé, justifié, avec un préavis suffisant. Donc on pourra articuler le droit du patient à la continuité des soins d'une part, et le droit du professionnel de santé à refuser pour des raisons valides et éventuellement d'ailleurs contrôlées, le cas échéant par le juge disciplinaire, de refuser d'accorder des soins
à condition qu'on informe suffisamment tôt le patient du fait que l'infirmier, puisqu'on parle ici d'infirmier, a l'intention, après un certain délai, d'interrompre les soins. Et l'autre condition, évidemment très importante, c'est que ce professionnel de santé qui refuse de continuer à délivrer des soins mette en mesure le patient de trouver des solutions alternatives. Il ne faudra pas se contenter d'envoyer au patient la liste de tous les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre dans le département. Il faudra donner de l'information davantage spécialisée. Il faudra aussi veiller à ce que l'infirmier qui ne continue pas le soin en informe le médecin traitant et communique toutes les données de santé en sa possession de manière à ce que la continuité des soins soit respectée. Alors effectivement, dans la jurisprudence de nos chambres, j'ai vu des cas où était parfaitement justifié le refus de poursuivre les soins. On a retrouvé le cas, par exemple, d'une famille d'un patient qui avait posé des caméras de surveillance dans le domicile de cette patiente pour contrôler le travail des infirmières. Et elles ont considéré que c'était contraire à leur droit à l'image et au respect du secret professionnel. Il y a des cas où un patient, c'est souvent la famille du patient, réserve un très mauvais accueil aux infirmières, qui agresse verbalement et parfois même physiquement, de manière répétée, difficilement supportable, le soignant. Il y a aussi des cas où un infirmier a beaucoup trop de patients, en fait, et n'est plus en mesure de délivrer des soins dans des conditions de sécurité. Il y a aussi des infirmiers qui eux-mêmes ont un état de santé qui peut être défaillant et qui ne sont donc plus en mesure d'assurer les soins. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut informer, motiver et avoir une date, un préavis suffisant pour qu'une autre infirmière puisse prendre le relais. Alors, on a des cas où il y a eu des manquements dans la continuité des soins. On avise un patient 2 jours avant la cessation de la prise en charge. Aucune indication transmise au patient et à sa famille pour permettre la continuité des soins. Et donc voilà, je pense qu'ici, on va trouver un bon équilibre. Et encore faudrait-il, et je pense que l'Ordre fait beaucoup de travail là-dessus, que tous les infirmiers inscrits puissent bénéficier de l'accès à cette jurisprudence de manière à ce qu'ils sachent comment se comporter quand il y a un vrai motif de rupture de continuité des soins. Et donc il faut que ça soit bien justifié et voir la procédure à suivre, le délai suffisant et l'information complète donnée aux patients sur une alternative. Merci, monsieur. Alors, je voulais juste compléter quand même sur l'accès aux soins. J'en ai pas dit un mot, sauf à propos des dépassements d'honoraires, etc. Donc, il y a toute la problématique dont le défenseur des droits en France a déjà été saisi, du refus de certains professionnels de santé pour des personnes bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'aide médicale d'État pour les étrangers. Alors, nous n'avons pas dans nos chambres disciplinaires infirmières eu de tels cas. Il faut dire que les infirmiers, à ma connaissance, abusent peu des dépassements d'honoraires, en tout cas à ma connaissance, ce qui n'est pas le cas de certaines spécialités médicales. Mais il faut quand même ici le signaler, puisqu'il y a eu véritablement des abus de refus d'AME et de CMU. Il y a des études qui ont été faites. On a recouru aussi à ce qu'on appelle le testing. Donc on envoie des faux patients prendre des rendez-vous. Alors je peux citer les chirurgiens dentistes, certains chirurgiens dentistes dans certains quartiers parisiens. C'est documenté, c'est publié. Il y a des gynécologues et des psychiatres. Le défenseur des droits s'en est saisi et d'ailleurs, comme il en a le droit, en a saisi les juridictions disciplinaires des médecins. Voilà. Merci Monsieur Doutrio pour cette prise de parole qui donc illustre bien toute la difficulté et la complexité de mettre en pratique ces lois et notamment l'accès aux soins pour les patients. Maître Smallwood, je me tourne maintenant vers vous. Vous êtes avocat de l'Ordre national des infirmiers, vous êtes également un ancien élève d'ICE-RDS. Donc s'agissant du principe de non-discrimination, axe phare aussi des lois de 2002, quel est le retour terrain
donc de l'avocat, quels exemples illustrent ces avancées, donc aussi bien du point de vue sanitaire que médico-social? Je vous remercie. Et permettez-moi au préalable de remercier l'Ordre national des infirmiers pour m'avoir invité à participer à ce colloque, M. Chamboredon, M. Com, et parce qu'il est également ici présent, et je n'ai pas assez souvent l'occasion de le faire, remercier M. le professeur François Viala et le Centre européen droit de la santé de l'Université Montpellier, à qui je dois beaucoup. Nous parlons depuis quelques dizaines de minutes de l'accès aux soins, qui est, nous le savons, une composante de ce droit fondamental qui est le droit à la protection de la santé. Nous en avons des déclinaisons dans le Code de la santé publique, 1110-1, -3, -5. Nous en avons aussi dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors, en complément des propos qui viennent d'être tenus par M. le conseiller d'État Doutrillo, moi je souhaitais vous proposer, très modestement, un retour d'expérience à travers quelques morceaux choisis, quelques dossiers que mon cabinet a eu à traiter et qui sont relatifs à l'accès aux soins, ou plutôt aux difficultés d'accès aux soins. Et une fois n'est pas coutume, nous commencerons avec le secteur médico-social, nous poursuivrons avec le secteur sanitaire et nous ouvrirons un débat sur la question des faux soins. Et là, comme on dit, je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est volontaire, avec la question des faux passes sanitaires. Sur le médico-social, la loi du 2 janvier 2002 est connue, elle est ancrée, tout à la fois d'ailleurs dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la santé publique. La réflexion que je souhaitais partager avec vous est la suivante. Ces droits, et notamment le droit d'accès aux soins, sont des droits dits subjectifs, des droits à quelque chose. Monsieur le conseiller d'État l'évoquait à l'instant, il y a un corollaire, l'obligation de quelque chose, et donc l'obligation de garantir ces soins, ou, dans le cadre plus général du secteur médico-social, l'obligation de garantir une prise en charge adaptée à un état de dépendance, à un état de handicap. Il y a quelques années, en 2018, je suis sollicité par une association. La plupart des établissements du secteur médico-social sont gérés par le secteur privé à but non lucratif ou le secteur public. En l'occurrence, c'est une association qui vient à mon cabinet et qui me présente une convocation devant un juge des référés, tribunal administratif, pour le lendemain, dans le cadre d'un référé liberté fondamentale. Référé liberté fondamentale, nous le savons, en 48 heures, 72 tout au plus, il y a une audience et une décision. La situation est d'une urgence extrême. Et la situation, c'est la suivante, qui malheureusement n'est pas isolée. Un enfant qui a une orientation MDPH en établissement médico-social ne trouve pas de place. La famille s'est rapprochée des établissements à proximité du domicile, elle a même d'ailleurs déménagé, n'en trouvant pas dans leur implantation d'origine, et toujours pas de place. Et pour cause, la liste d'attente dans ces établissements, de mémoire, c'est un foyer d'accueil médicalisé, au sein desquels des infirmiers interviennent, bien sûr. La liste d'attente, c'est à peu près 3 à 4 ans pour avoir une place dans cet établissement. Inenvisageable pour l'enfant, inenvisageable surtout pour les parents qui doivent le garder à domicile et qui sont dans l'incapacité de faire face aux accès de violence, aux soins, évidemment, dont il a quotidiennement besoin. Et donc la famille va saisir en urgence le juge administratif contre l'Agence régionale de santé, qui est l'autorité compétente sur ce type d'établissement. La demande est la suivante, une injonction sous 15 jours de trouver une place dans un établissement, correspondant en l'occurrence à un foyer d'accueil médicalisé. Mais des places, il n'y en a pas. Alors le juge des référés, et de façon, me semble-t-il, tout à fait opportune, va, au-delà de cette action qui intéresse l'Agence régionale de santé, convoquer les 2 ou 3 grosses associations locales qui gèrent des établissements de cette catégorie-là. C'est la raison pour laquelle je me retrouve effectivement en audience au tribunal administratif dans le cadre de cette procédure en référé. La requête sera rejetée. L'Agence régionale de santé, l'État d'une manière générale, doit garantir un accès à la prise en charge, un accès aux soins. L'Agence régionale de santé n'a pas compétence pour imposer à tel ou tel établissement de prendre en charge tel ou tel enfant ou adulte en situation de handicap. Et d'autant plus lorsqu'il n'y a pas de place disponible. Le point que j'ai soutenu devant le magistrat était le suivant. Est-ce que, alors nous avons un accès par principe à ces prises en charge et de façon égalitaire, sans discrimination. C'est le principe que vous évoquiez à l'instant. Il y a 4 ans de liste d'attente. Est-ce que le fait d'engager un contentieux contre l'Agence régionale de santé me permet d'avoir quelque sorte un passe-droit, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire un coupe-fil plutôt,
un coupe-fil qui me permet de remonter en haut de la liste d'attente, voire même de ne pas y transiter, et d'avoir demain une place avec des moyens complémentaires alloués spécifiquement par l'Agence régionale de santé. Je ne le crois pas. La non-discrimination, c'est aussi celle-ci, c'est une égalité face à ce cruel manque de moyens, mais qui est la réalité du secteur médico-social. Et le juge l'a évidemment entendu. Alors, l'affaire ne s'arrête pas là, la requête est rejetée. Il n'y a pas de place. Moi, gestionnaire de l'établissement, c'était le cas bien sûr, je n'allais pas expliquer aux parents qui attendent depuis 3 ans et demi que, écoutez, vous allez attendre un peu plus parce qu'il y a eu un contentieux et nous avons dû en tirer les conséquences. Évidemment non. L'affaire ne s'arrête pas là. L'État a l'obligation de proposer des places, mais il n'y en a pas. Donc, en quelque sorte, la compensation, c'est celle de l'indemnisation. La famille ira en plein contentieux, assignera l'Agence régionale de santé en indemnisation du préjudice au nom et pour le compte de leur fille. Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus. Et elle gagnera. Elle gagnera sur le terrain de l'indemnisation, sur le terrain de dommages et intérêts. Aujourd'hui, en 2022, j'en ai eu la confirmation pas plus tard qu'hier, en préparant cette intervention, l'enfant n'est toujours pas pris en charge dans un établissement. Il n'y a toujours pas de place. L'affaire remonte à 2018, nous sommes en 2022, il n'y a toujours pas de place. Alors ils sont indemnisés. On peut évoquer le sujet avec les parents, ils ont une approche tout à fait particulière du dossier. Donc la première conclusion, ou peut-être la première limite que l'on peut identifier dans ces accès aux soins, c'est la suivante. C'est un accès aux soins, oui, mais dans la limite des moyens disponibles. Un autre exemple, cette fois-ci sur le champ sanitaire, en établissement de santé. Le père d'un enfant, en 2017, un enfant de 11 ans, vient me voir. Il m'explique la situation. Son enfant, 1 an plus tôt, eh bien, on lui diagnostique une leucémie aiguë lymphoblastique, T. Il est pris en charge à Marseille, dans un premier temps, chimiothérapie, lourde, très lourde, qui va lui laisser énormément de séquelles neurologiques. Et d'ailleurs, l'équipe pluridisciplinaire sur place, composée de médecins, d'infirmiers, dira, parce qu'il est dans un état comateux, on va l'extuber et on ne le réintubera pas. On ne le mettra pas en réanimation, vu son état et les séquelles. Et finalement, défiant tout pronostic, une phase de rémission et d'amélioration. Il va être pris en charge dans un établissement de soins de suite réadaptation. Il va recommencer à marcher. Le plan cognitif va s'améliorer, malheureusement jusqu'à un certain point, puisque un diagnostic de rechute de sa leucémie est dressé. Vu l'expérience passée, les parents se rapprochent d'un autre CHU et demandent une prise en charge. Proposez-nous une chimiothérapie. Et l'équipe pluridisciplinaire, représentée par le chef de service bien sûr, va le refuser, en expliquant la chose suivante. Il y a trop de risques. Il y a trop de risques de séquelles neurologiques. Regardez son état actuel, et il est la conséquence, notamment, certes de sa maladie, mais du traitement qui lui a été administré. Nous ne prendrons pas la responsabilité d'aggraver cet état. Et en réalité, il y a un pronostic tout à fait faible, et notamment l'impossibilité de faire une greffe de moelle. Bon. Papa vient me rencontrer au cabinet, m'explique la situation. Nous engageons, cette fois-ci nous en sommes à l'origine, un référé liberté fondamentale. La même procédure que j'évoquais sur le champ médico-social. Et nous présentons au magistrat l'argument suivant. Nous avons d'un côté le droit au respect de la vie, le droit d'accéder à des soins, pourquoi on me les interdirait finalement? Et nous avons de l'autre, et c'est ce qui nous est opposé, l'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable qui justifie, Monsieur le Conseiller d'État l'évoquait, le refus de soins. Alors, nous ne sommes pas dans ce cas particulier sur une problématique de continuité. Les soins n'ont pas été engagés. Ils l'ont été, mais ils ont été suspendus avec une phase de rééducation, réadaptation. Et là, la question, c'est de savoir si on peut les réamorcer. Le centre hospitalier universitaire refuse. Le juge validera la position du centre hospitalier universitaire. L'obstination déraisonnable. La limite, la seconde limite que je souhaitais évoquer, c'est celle-ci. Sur des situations particulières, dramatiques, nous le savons, de fin de vie, l'obstination déraisonnable constitue une limite à l'accès aux soins. L'affaire ira d'ailleurs au Conseil d'État et le Conseil d'État validera la position du juge des référés du tribunal administratif. Donc nous voyons que ces droits, ils sont consacrés, ce sont des droits subjectifs. Il y a le droit à, il y a les obligations de. Mais ces droits, dans la pratique, et moi je le vois au quotidien dans mes dossiers, en réalité, ils souffrent d'un certain nombre de limites et qui sont tout à fait légitimes. Des limites légales et réglementaires, c'est le cas de l'obstination déraisonnable. Le professeur Viala en parlera peut-être tout à l'heure. Nous avons
aujourd'hui une lisibilité sur les procédures à mettre en place dans ce type de situation particulière pour parvenir justement à une prise de position pluridisciplinaire, concertée. Mais au-delà des textes, il y a aussi la pratique. Ça, c'est la problématique du manque de place dans les établissements, et notamment médico-sociaux. Une troisième illustration, assez déconnectée d'ailleurs des deux autres, mais c'est un sujet d'actualité, il me paraissait assez intéressant de l'évoquer avec vous. Une troisième illustration de cette problématique d'accès aux soins que j'ai présentée de façon un peu provocante, l'accès aux faux soins. Nous sommes en situation de pandémie, certainement nous sommes en train d'en sortir, nous l'espérons tous, et il y a eu l'arrivée des vaccins. Et évidemment, avec l'arrivée des vaccins, il y a eu l'arrivée des obligations. Obligation vaccinale pour une certaine catégorie de professions, obligation de passe sanitaire, de passe vaccinal maintenant. Et évidemment, lorsqu'il y a des obligations, eh bien, il y en a toujours pour essayer de les contourner. Et nous avons vu émerger les faux passes sanitaires, donc des faux soins, en fait des soins qui ne sont pas administrés. Et nous avons, au niveau de la profession d'infirmier, deux situations qui peuvent se présenter. La première, des infirmiers qui vaccinent, dans des centres de vaccination notamment, et qui se font récupérer leurs identifiants professionnels par d'autres professions de santé, par du personnel administratif qui intervient sur le centre de vaccination, beaucoup de configurations différentes. Et avec ces identifiants professionnels, eh bien, on élabore des passes sanitaires, en fait des faux passes sanitaires. Et rendez-vous compte, nous évoquions avec M. Doutrillo il y a quelques instants cette affaire, à partir d'un identifiant d'un seul infirmier, 40 000 faux passes sanitaires pour le moment identifiés. Donc c'est la réalité effectivement du terrain. Et nous avons une autre situation qui est celle où l'infirmier a lui-même dérapé. Il y en a, c'est marginal, mais il y en a. C'est-à-dire des infirmiers qui, plutôt que d'administrer le vaccin, vont le jeter et valider le faux passe sanitaire. Alors dans l'une ou l'autre de ces situations, l'ordre des infirmiers se positionne. J'expliquerai pourquoi. Il me mandate, je suis conseil de l'ordre des infirmiers, en partie civile, parce que derrière, ce sont des infractions pénales. La plupart des personnes que je rencontre à l'occasion de ces affaires n'ont pas véritablement conscience de la gravité de la situation dans laquelle ils se sont mis. Escroquerie, recel d'escroquerie, mise en danger délibéré d'autrui, c'est-à-dire faire passer comme ayant un schéma vaccinal complet alors que ce n'est pas le cas, le cas échéant auprès de patients, de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, mise en danger d'autrui, accès frauduleux à des traitements automatisés de données à caractère sensible, faux usage de faux. Voilà les infractions pénales aujourd'hui qui sont retenues par les tribunaux correctionnels dans les affaires que nous portons au nom du Conseil national de l'ordre des infirmiers, qui a pris une délibération très précise sur ce point. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est la réputation, l'image de la profession d'infirmier qui est en jeu. Ce n'est pas uniquement des comportements individuels. L'ordre représente l'intérêt collectif de la profession. Il ne vient pas, alors il le fait bien sûr, mais il ne vient pas au soutien, à l'appui d'un infirmier précisément, individuellement, parce qu'on lui aurait subtilisé ses identifiants professionnels. Il le fait parce que derrière, à travers la médiatisation de l'affaire, à travers des mouvements que l'on entend, que l'on voit, c'est toute la profession d'infirmier qui est exposée parce que rattachée à ce type de pratique. Et ce risque-là, il faut y couper court et de façon ferme. Donc nous nous positionnons systématiquement, en tout cas sur les affaires dont nous avons connaissance, et pour tout dire, il y en a à peu près tous les 2 jours, toutes les semaines, en qualité de partie civile, devant les juridictions pénales, lorsque ces affaires de faux soins émergent. Nous avons également un positionnement possible à l'égard des infirmiers inscrits à l'ordre, qui se seraient rendus coupables de ce type de pratique. Je le disais, c'est marginal, mais il y en a, devant les chambres disciplinaires que M. Doutrillo évoqué il y a quelques instants. Voilà les morceaux choisis que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui sur cette notion d'accès aux soins. On voit que les textes sont là, les textes sont garantis, mais on voit aussi qu'il y a des limites en pratique qu'il faut identifier et dont il faut tenir compte. Merci Maître pour ces illustrations donc des limites qui peuvent s'opposer à l'évolution qu'offraient les lois de 2002. Maître, aujourd'hui, qu'est-on amené à demander aux juridictions en tant qu'avocat de l'ordre, donc pour le compte de l'ordre, et qu'est-ce qu'on peut obtenir auprès de ces juridictions ? Alors, dans le cadre d'un positionnement du Conseil national ou de conseils départementaux, interdépartementaux, en qualité de partie civile, donc, puisque l'ordre n'est jamais, en quelque sorte, la victime directe, elle l'est indirectement, et un texte du Code de la santé publique l'autorise expressément à exercer l'ensemble des droits réservés à la partie civile, lorsqu'il y a une atteinte directe ou indirecte à la profession d'infirmier. Les demandes que nous formulons, elles sont, pour tout dire, assez variables. Tout dépend
de la nature de l'affaire, de la gravité de l'affaire. Tout dépend également s'il y a eu des préjudices supportés au-delà des caisses de sécurité sociale, souvent, mais par les patients eux-mêmes, dans la qualité des soins dispensés. Et donc nous avons, en quelque sorte, une variation possible du montant des dommages et intérêts. Alors, nous ne sommes pas là sur du préjudice économique. Encore une fois, l'ordre n'est pas impacté directement, c'est la profession qui l'est. Et c'est son devoir, son obligation, son mission de service public reconnue par le législateur que de défendre cette profession. Donc nous sommes sur du préjudice moral. Le préjudice moral, nous l'évaluons forfaitairement. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres parce que ça ne reflèterait pas une juste réalité. C'est vraiment très variable. Disons peut-être que c'est quelques milliers d'euros au titre de la réparation du préjudice supporté par la profession, mais encore une fois, tout dépend de la nature et de la gravité de l'affaire. Très bien. Merci, maître. Professeur, je me tourne maintenant vers vous. Donc, professeur François Viala, vous êtes directeur du Centre européen d'études et de recherche de droit de la santé de Montpellier. Vous êtes également membre du Haut Collège de santé publique. Professeur, quelle conclusion des travaux de cette table ronde et de cette matinée peut-on dresser suite aux interventions, au regard de ce que vous avez entendu? Quelles conclusions tirez-vous des travaux? Quels sont les points essentiels des lois qui, selon vous, ont été essentiels à souligner et souhaitez-vous aussi aborder? Merci, Monsieur Viala. Je tiens d'abord, parce que vous me rappelez à l'ordre, à dire bien entendu que mes propos n'engagent que moi à titre personnel et en aucun cas le Collège du Haut Conseil de la Santé publique. Ce sont des propos très personnels. Dire aussi à quel point je suis heureux d'avoir écouté Maître Smallwood, le docteur Smallwood, dont les propos, comme ceux de Monsieur le Conseil d'État, étaient extrêmement éclairants. Alors, quelle conclusion tirer? Que dire qui n'ait été dit dans la précédente table ronde ou celle-ci? Je ne me livrerai pas à un exercice de synthèse, mais sur cette question qui est absolument cruciale de l'accès aux soins. Rappelez effectivement que dans les deux codes, la question n'est pas débattue. Elle est affirmée, il y a un droit d'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Le Sénat l'avait fait rajouter d'ailleurs dans la loi de 2016, Claes-Leonetti, créant de nouveaux droits en faveur des patients, et qui ne se résume pas à une loi sur la fin de vie. Donc continuité à la fois territoriale et continualité, si le néologisme existait, sur le plan temporel. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure en introduction, bien il y a la coupe et il y a les lèvres, et il y a loin de la coupe aux lèvres, parce qu'effectivement, il y a des trous dans la raquette. On parle improprement, probablement, de désert et de désertification. Il y a des personnes qui n'accèdent pas aux soins, quel que soit le sort qui est réservé, d'ailleurs, juridictionnellement. Il y a des refus d'accueillir des patients sous prétexte que leur type de couverture maladie, CMU, PUMA, CMUC, AME, avec un texte qui dit on ne peut pas le faire. C'est l'article L1110-3 du Code de la santé publique qui le précise. Mais si on va lire ce texte-là, on s'aperçoit de quoi? Que c'est une usine à gaz absolument faramineuse, que les juristes les plus éminents ont parfois eux-mêmes du mal à comprendre. Et moi qui m'inspire une réflexion, c'est que des gens qui n'accèdent pas aux soins, ils auront un peu de mal à accéder aux droits. Et que de temps en temps, un peu de simplification des procédures serait peut-être bienvenue. Ensuite, sur cette question de l'accès, je crois qu'il y a quelques malentendus qu'il faudrait effacer. L'égal accès aux soins repose sur une valeur absolue qui est l'idéal de justice, si on parlait d'éthique, et qui, sur le plan des valeurs du droit, repose sur l'égalité. Bon. Attention, l'égalité, ce n'est pas la similitude. Être égal ne veut pas dire que je suis pareil. Que le patient soit un sujet de droit comme le professionnel de santé ne veut pas dire qu'ils sont dans la même situation. Que tel patient
soit l'égal de tels patients ne veut pas dire qu'ils sont dans des situations similaires. Et donc l'égalité ne fait pas la similitude, ce qui veut dire que dans l'accès aux soins, il faut, aurait dit Ulpien, le jurisconsulte, sum cuique tribuere, attribuer à chacun selon son dû. Et il faut donc s'interroger, me semble-t-il, et que les professionnels s'interrogent avec nous, juristes, sur le sens de cette valeur qu'est la justice, de cette valeur qu'est l'égalité. Raisonnons-nous sur une égalité arithmétique, alors pour ceux qui ont fait du grec, ison, 1 égale 1, ou sur, finalement, analogone, une égalité proportionnelle qui permet, sans créer de discrimination, de traiter différemment des situations qui sont différentes. Et alors, le passé récent nous en montre un exemple. Ce que l'on a qualifié à juste titre, et je me permets de dire que, en tant que réserviste citoyen du service de santé des armées, c'est quelque chose que le SSA sait pratiquer, le triage qui est né dans la médecine militaire, qui s'est poursuivi dans la médecine de catastrophe, dans la médecine humanitaire, et que l'on feint de redécouvrir, mais qui est le quotidien des anesthésistes, des IAD. Le triage, c'est quoi ? C'est en situation de saturation de moyens, choisir sur un plan éthique entre une égalité arithmétique ou une égalité proportionnelle. L'égalité arithmétique, c'est le premier arrivé sera le premier servi, peu important son taux de chance de survie, de réadaptation, de profit de la réanimation au bout de 15 jours de décubitus ventral. Le triage dans une égalité proportionnelle, c'est en amont avoir anticipé, penser pluridisciplinairement avec les patients ou leurs représentants, les critères objectifs de triage, au regard notamment du taux de chance de survie en autonomie. Avoir affiché de façon transparente ces critères-là, les appliquer, les faire évoluer en fonction de l'évolution de la situation. Et on ne confond pas une situation dégradée et une situation saturée. Le triage, il est consubstantiel aux soins, il est consubstantiel à la pratique, il est dans la praxis et il est une techné. Et donc dire j'ai un égal accès aux soins ne veut pas dire que j'ai le droit de choisir. Je peux choisir mon praticien, je peux choisir mon établissement, je ne peux pas choisir mon traitement. Je ne peux pas choisir mon traitement parce que le professionnel de santé, lui, bien entendu, il doit recueillir, rechercher, respecter le consentement informé de la personne. Mais il doit aussi, à côté de ce critère subjectif, respecter des critères objectifs, la nécessité médicale pour la personne d'une atteinte à son intégrité corporelle, la proportionnalité bénéfices escomptés, risques encourus, et le respect des données de la science, des connaissances médicales avérées. Et si la demande du patient contrevient à ces critères objectifs, il doit opposer non pas un refus de soins, mais un refus de traitement, c'est-à-dire qu'on continue d'accompagner. Donc ça n'est pas abandonner que de refuser tel ou tel type de traitement et de proposer des alternatives. Et donc il faut veiller en amont à ce que les patients soient très correctement informés. Et là, une difficulté dans le monde actuel, au regard du temps passé, du temps disponible, de la saturation des équipes, de la démographie du secteur, le temps on n'en a pas, on en a peu, on en a de moins en moins, et pourtant il faut apprendre à le perdre. Parce que informer le patient, ça n'est pas le faire signer en bas d'un papier, ça n'est pas cocher une case sur un dossier informatisé. C'est d'abord un entretien individuel, nous dit la loi Kouchner, un entretien individuel, c'est-à-dire on se parle. C'est une obligation personnelle de tout professionnel de santé, personnelle, qu'il ne peut pas déléguer, il ne peut pas se substituer. Et
Informer, c'est informare, c'est mettre en forme, c'est façonner, c'est construire, c'est mettre en forme son savoir de façon à ce qu'il soit intelligible pour la personne qui est en face de nous. Et sur la base de cette information, effectivement, on va demander l'adhésion du patient, avec une difficulté dans la notion de consentement, mais là je serais peut-être trop technique sur le plan juridique, et une évolution, me semble-t-il aujourd'hui, dans l'approche même des juristes de droit de la santé, des professionnels et accessoirement, même si ça n'est pas accessoire, du Comité consultatif national d'éthique sur cette question du consentement. On voit que en 10 ans, en 20 ans, le Comité consultatif national d'éthique a très très singulièrement fait évoluer sa position sur le consentement. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Monsieur Viala. Récemment, donc, avis 136 du CCNE qui, justement, fait dériver cette question du consentement. Et on voit aujourd'hui qu'on se rapproche vers une notion d'assentiment. Comment expliquez-vous, professeur, ce glissement? Alors c'est un certain paradoxe dans la mesure où dans son précédent avis sur la question du consentement, mais qui était assez proche finalement de la loi des lois de 2002, le CCNE avait dit, attention, ce qu'on demande, c'est un consentement, c'est pas un assentiment. Hein, donc ne faites pas semblant d'avoir une approche un peu édulcorée de la volonté de la personne, on est bien sur un consentement. Et puis on s'aperçoit de quoi? Mais on s'aperçoit que l'approche binaire que pourrait chanter Mademoiselle Angèle, hein, c'est oui ou bien c'est non? Ça n'existe pas. Quand nous sommes, nous, patients, ben, c'est oui, c'est non. Vous n'avez pas un oui mais, vous n'auriez pas un non mais, et vous feriez quoi? Donc l'approche binaire, c'est oui ou c'est non, qui relève du consensus voluntatis est actus qui prae supponit actum intellectus. L'acte de volonté présuppose un acte intellectuel, saint Thomas d'Aquin, approche contractuelle du consentement. Ben oui, mais actum intellectus, comme on dit dans notre région, hein, maître Smallwood, pour certaines personnes, est-ce pas gagnate? Parce que le discernement s'est peut-être un petit peu volatilisé. Est-ce que ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas consentir? Absolument pas. Parce que le consentement ici, c'est pas celui du droit des contrats. On n'achète pas une baguette de pain, une Ferrari, un appartement. On garantit procéduralement que mon corps ne sera pas touché. Et donc, peu importe que je comprenne, que je ne comprenne pas, si je dis non, c'est non. Quand elle dit non, c'est non. Quand il dit non, c'est non. Et là, effectivement, on s'aperçoit que certaines personnes ne peuvent pas avoir cette approche du consentement binaire. Et le CCNE en prend conscience et nous dit, il faut glisser pour certaines personnes en situation de vulnérabilité, de dépendance, en perte de repères cognitifs, il faut glisser vers l'assentiment. L'assentiment qui relève du sentir et du ressentir. Du sentir et du ressentir de qui? Du professionnel de santé, lequel, le médecin bien entendu, mais peut-être ne sera-t-il pas le plus présent auprès du patient quand il aura passé un quart d'heure, 20 minutes au lit du patient. Il y a des professionnels qui sont là au quotidien, au long cours, pour entendre, pour vivre, pour accompagner. Infirmiers, aides-soignants, qui, eux, vont voir les réactions, et notamment, et j'insiste avec le CCNE, le langage non verbal, le langage corporel, qui peut conduire à des gestes qui sont des refus, des acceptations, des sourires, des comportements qui relèvent d'une adhésion, qui n'est pas proprement parlé pour nous juristes en bois brut, hein, c'est pas du consentement, mais c'est de l'assentiment. Et là, il y a une décision d'une cour d'appel, la cour d'appel de Paris, très très intéressante sur ça, qui n'a rien à voir avec le soin, mais qui est tout à voir avec le soin. Nous sommes dans un EHPAD et 2 résidents au réfectoire procèdent à un rapprochement charnel non équivoque, dira la cour d'appel. Oui, en fait, Raymond est en train de pécho Simone, hein. Au réfectoire. Et l'assistante sociale dit c'est pas le lieu.
Ça ne se fait pas au réfectoire, devant tout le monde. Et donc, elle demande qu'on les amène en chambre pour les isoler. Cette assistante sociale sera licenciée pour faute grave. Parce qu'elle n'a pas pu vérifier le consentement de ces 2 résidents, GIR 2, grande dépendance. La sexualité nécessite un consentement, ces personnes ne peuvent pas consentir, elles ne peuvent pas avoir de sexualité. Plus de vie privée, privée de vie privée. Ben non, dit la Cour d'appel, vous confondez, vous, EHPAD, 2 choses. Le discernement, qui est le fait de juger sainement les choses, et ces personnes ne peuvent pas discerner, du consentement, qui peut se révéler par des gestes. Et ces 2 personnes ont, par leur attitude, non équivoque, attestée par, bien sûr, l'assistante sociale, mais aussi la cadre infirmière, plusieurs infirmiers, les auxiliaires, comportement non équivoque, égal consentement. Mais on est sur le fil du rasoir, parce qu'on est dans le perçu, le senti, le ressenti, et là, je crois qu'il faut, même si c'est un gros mot, penser à la traçabilité. Pourquoi j'ai préconisé qu'on les accueille plutôt dans une chambre qu'au réfectoire ou sur le plateau technique? En quoi notre perception pluridisciplinaire était qu'il n'y avait aucune équivoque sur ces questions-là? Alors bien entendu, j'aurais plein d'autres choses à dire sur la dématérialisation du consentement, sur le fait que tout infirmier doit être conscient que sur les réseaux sociaux, il doit encore porter une blouse blanche, bleu, rose ou verte, mais la blouse professionnelle, y compris dans, je pense que vous serez d'accord avec moi, dans ses conversations privées, puisqu'il ne doit pas déconsidérer la profession. Et c'est ce qu'a notamment conduit à considérer la fameuse affaire Med Bikini à propos de ces médecins qui se postaient sur Instagram dans des tenues légères. Peut-être avait-il déconsidéré la profession. Merci Monsieur Viala, merci à tous pour la clarification de ces grands actes. Exemple illustré qui nous montre toute la complexité de la réalité et un potentiel besoin de clarification. J'en profite pour vous poser une question qui nous vient du chat. Aujourd'hui, en période présidentielle, donc question pour tous les intervenants, si une réforme devait aujourd'hui voir le jour, quelle serait-elle et quels axes principaux devraient selon vous être travaillés ? Les ordres, en tout cas l'Ordre national des infirmiers, a beaucoup consulté les infirmiers en son sein pour préparer ce que vous appelez une plateforme présidentielle. Et l'un des sujets, alors il y a eu beaucoup de consultations internes, etc., et l'un des sujets qui revient souvent, qui a d'ailleurs déjà été évoqué, notamment lors des Ségur de la santé, etc., c'est le rôle de l'infirmier dans l'accès aux soins, puisque c'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui, et en quoi, compte tenu de l'évolution démographique de notre pays, du vieillissement de la population, du problème démographique de la profession médicale, enfin des médecins, notamment dans certaines parties du territoire. Tout à l'heure, je crois que vous évoquiez ce qu'il ne fallait pas évoquer, les déserts médicaux. Eh bien, on se rend compte que la profession infirmière, alors le chiffre exact du nombre d'infirmiers n'est pas tout à fait connu. On parle de 700 000, parfois de 650 000, parfois de 750 000. Ce qu'on constate, c'est que les infirmiers, semble-t-il, sont quand même mieux répartis sur l'ensemble du territoire, encore qu'il y ait des insuffisances dans certaines zones périphériques. Et donc, dans ce contexte-là, l'Ordre considère que le décret d'acte qui réserve de manière limitative certains actes aux infirmiers devrait pouvoir être revu, développé,
de manière à ce que, justement, on permette un meilleur accès aux soins dans toute une série de situations par un accès direct à l'infirmier dans certaines situations. Il ne s'agit pas du tout de se lancer dans des bagarres entre les professionnels de santé. On peut penser que certains médecins pourraient avoir un point de vue différent, mais c'est un vrai sujet de santé publique qui intéresse le droit d'accès des patients aux soins et la profession infirmière, d'autant plus que les infirmiers sur la formation initiale et la formation continue des infirmiers, beaucoup d'évolutions sont intervenues, qu'il y a la pratique avancée, qu'il y a des infirmiers spécialisés, d'ores et déjà reconnus, qu'il y a des protocoles de santé. Alors dans ce contexte général, l'Ordre considère qu'on devrait pouvoir revoir ces actes, la limitation apportée aux actes. Il semble que du côté de l'actuel ministre de la Santé, il y ait des réflexions aussi dans le même sens, positives dans ce sens. Mais c'est un véritable enjeu que va poser l'Ordre auprès des candidats aux prochaines élections présidentielles, pour répondre directement à votre question, sachant qu'il y a également d'autres questions, mais puisqu'ici nous parlons de droit d'accès aux soins des patients, je pense que c'est la proposition de l'Ordre qu'il faut sans doute mettre en avant dans ce contexte-là. Tout à fait, merci Monsieur le conseiller d'État. On l'a entendu la semaine dernière notamment avec Monsieur le ministre Olivier Véran qui a annoncé l'amorce des travaux justement sur l'évolution de ce décret d'acte. Messieurs, une autre suggestion? Moi je vais, à l'heure des estomacs creux, m'en tirer par une pirouette. Vous savez, je le dis à ceux qui sont à distance, vous l'aurez entendu à mon accent, moi je viens du Midi et nous avons la réputation d'être des gens plutôt paresseux. Je souhaiterais qu'on fasse une pause sur les réformes dans ce pays. Je souhaiterais que pour une fois on prenne le temps d'appliquer les textes, qu'on prenne conscience de l'importance des avancées qui ont été réalisées depuis 20 ans, qu'on applique les textes dans toute leur portée et qu'on fasse un bilan de l'application effective des textes, plutôt que de changer de texte tous les 5 ans pour réinventer l'eau tiède, la plupart du temps, et régler l'ineffectivité, l'inapplicabilité d'une loi par une loi nouvelle. Constat qui a été fait notamment entre la loi de 2005, Leonetti, et Claes-Leonetti de 2016. La loi est mal connue des professionnels, donc on va faire une loi. À titre personnel, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure recette. Et puis, faire peut-être une pause dans cette volonté de tout réglementer, de tout régir. Je crois qu'on ne règle pas tous les problèmes d'une société par la loi et par le droit. Et que de temps en temps, retrouver le sens commun et le sens des limites ne passe pas nécessairement par le droit. Merci professeur. Maître, une suggestion? Voilà, peut-être pour compléter ce temps de pause mis à profit pour une meilleure clarification et accessibilité, parce que finalement les infirmiers, comme tout le monde évidemment, connaissent la loi, connaissent le décret, le code de déontologie, mais ce ne sont pas là les seuls outils dont ils disposent pour apprécier si les soins dispensés sont de qualité, si le comportement adopté est conforme à ce qui est attendu. Il y a d'autres choses, il y a le droit mou, la soft law, monsieur le conseiller d'État l'évoquait tout à l'heure. Qu'en est-il des recommandations du Conseil national de l'Ordre des infirmiers versus recommandations de la Haute Autorité de Santé? J'ai moi-même fait ma thèse sous la direction du professeur Viala en 2007 sur ce sujet, et en 2022, j'ai le sentiment qu'il y a encore des questions ouvertes là-dessus. Est-ce que c'est opposable? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est rédigé de façon impérative ou non? On a de la jurisprudence, évidemment, mais à chaque affaire, à chaque sujet, on se repose systématiquement la question. Donc, une clarification sur ce terrain, moi, me semble indispensable, d'autant plus lorsqu'on constate que depuis 2002, on a quand même cette notion de connaissance médicale avérée qui figure dans l'article L1110-5, alors même que la plupart du temps, on parlera de données acquises de la science, parce que c'est la même notion. Et c'était évoqué également tout à l'heure, l'accessibilité notamment à la jurisprudence des chambres disciplinaires. C'est fondamental.
toutes ces problématiques de confraternité, de respect des autres professions de santé, de répartition de la patientèle en cas d'association qui rencontre son terme. Ce sont les chambres disciplinaires, notamment la chambre disciplinaire nationale, qui arbitre, qui donne la position. Et assez curieusement, me semble-t-il, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. En tout cas, pas suffisamment. C'est prévu, je me permets d'intervenir, donc voilà, ça va venir. Et je suis tout à fait d'accord, pour l'instant c'est partiel. Et je voulais juste rebondir à ce que disait le professeur Viala, il a tout à fait raison. Trop de lois tue la loi. Alors, je peux vous renvoyer à de nombreuses études du Conseil d'État sur l'excès de recours à la loi. Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on fait des lois. D'abord, il y a des nouveaux gouvernements tous les 5 ans. Alors, on cite souvent Lacordaire. La loi est là pour protéger les personnes défavorisées. Donc, on pense que, dans beaucoup de cas, les lois se justifient. Mais si c'est de nouvelles lois qui répètent des anciennes lois, alors là, je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait inutile. Alors, je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais malheureusement, ce n'est pas un problème typiquement français. C'est un problème très général. Je participe souvent, vous avez rappelé que j'avais été diplomate et ambassadeur, à des travaux d'échange de pratiques dans le cadre de l'OCDE, l'ensemble des pays occidentaux ou d'autres groupes. On se rend compte qu'un peu partout, on multiplie les lois, des lois qui sont floues. On parlait de droit souple. Quand la loi doit être... il y a aussi un principe selon lequel la loi doit interdire, prescrire ou autoriser. Or, on a la loi, je crois que beaucoup d'hommes politiques ont parlé de juristes, de la loi bavarde. C'est la loi qui parle et qui n'est pas prescriptive. Donc voilà, il faudrait avoir des... Alors la difficulté aussi, c'est que le Conseil d'État, je le rappelle ici, a une mission consultative. C'est-à-dire que tous les projets de loi sont examinés par le Conseil d'État et déjà depuis plusieurs années, les avis du Conseil d'État sont rendus publics pour le Parlement et pour le public d'une manière générale. La difficulté, alors là, c'est après le droit d'amendement. Alors évidemment, dans une démocratie, les parlementaires ont le droit de modifier la loi, mais on peut constater, le projet de loi, dans la discussion. Puis il y a par ailleurs les propositions de loi qui viennent des députés, des sénateurs. La difficulté, c'est qu'on se retrouve, nous, avec un projet de loi qu'on a examiné, qui avait 30 articles, et puis 1 an, 2 ans après, on observe une loi qui va en avoir 5 fois plus. C'est la loi bavarde. Merci à tous. Nous allons donc nous quitter sur ces constats très éclairants. Nous nous retrouvons à 14h avec le témoignage de Madame la députée Stéphanie Rist. N'hésitez pas à distance à vous connecter 5 minutes avant et nous vous remercions pour votre très forte participation sur le chat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.